Donc, il s'agit de la correction du premier DS de cette année. On va commencer par l'exercice 1 et puis je vais découper les vidéos exercice par exercice. Donc le premier exercice est un exercice que vous retrouverez dans les premiers DS de l'année en fait. Alors il sera de moins en moins long, hein. Il s'agit de questions simples et d'application directe du cours. Donc normalement, c'est un exercice que vous devez tous réussir à faire assez bien. Alors parfois, il y a des petites erreurs de calcul, mais ça ne doit pas apporter d'erreur de raisonnement. La première question, c'est un calcul relativement simple. Il s'agissait de calculer 500 au carré moins 495 multiplié par 505. Alors bien sûr, on peut faire le produit 495 par 505, le poser le 500 au carré, faire la soustraction, mais c'est assez long. Ici, évidemment, il y avait une petite astuce, comme à chaque fois, sinon je ne vous l'aurais pas donné. Cette astuce, c'est simplement, finalement, de remarquer qu'ici, vous avez une identité remarquable, puisque 495 multiplié par 505, c'est 500 moins 5 multiplié par 500 plus 5. J'applique mon identité remarquable, donc j'ai toujours le 500 au carré, et ensuite ici on va avoir a carré moins b carré. Alors bien sûr, vous allez me dire, il reste 500 au carré à calculer. En fait non, puisqu'une fois tout développé, alors proprement, attention parenthèse, ça c'est vraiment une erreur qui a été faite énormément, des parenthèses qui n'ont pas été mises ou pas bien mises, ou mises, et puis ensuite quand on a développé le signe moins ici, on n'a pas pensé à faire attention à tout. Attention, hein, là le signe moins, il est vraiment, vraiment important, donc vous allez avoir 500 au carré, que je ne calcule pas, moins 500 au carré, moins 5, alors moins 5 au carré, pardon, plus 5 au carré. Finalement, vous n'avez que 5 au carré, c'est-à-dire 25. Voilà le résultat. Je n'ai fait aucun calcul à la main, donc pas de problème. Deuxième question, une question un petit peu du même style, puisqu'il s'agissait de calculer 2 puissance 5 multiplié par 5 au carré, divisé par 2 puissance 3 multiplié par 2 puissance 4. Alors ici, on va pouvoir faire des simplifications. Donc ici, le premier, c'était pas 2 au cube, mais c'était... Zut. C'est ça que je voulais faire. Hop, c'était 5 au cube. Donc ici, le 5 au cube et le 5 au carré, ils peuvent se simplifier. Hop, et ici, il va me rester que 1 comme puissance, même chose. 2 puissance 4, les puissances se soustraient dans ce cas-là. Hein, donc 5 moins 4, 1. Et ici, 3 moins 2, 1. Et il vous reste au numérateur 2 à la puissance 1, donc 2, divisé par 5 à la puissance 1, donc 5. Là aussi, vous remarquez, je n'ai fait aucun calcul de multiplication, je simplifie directement. C'est comme ça que vous gagnez de l'efficacité pour faire vos calculs. Dès qu'on remarque des simplifications, on les fait. Et si on ne les remarque pas, bah, ça vaut le coup de passer un petit peu de temps à les chercher. Alors, pas forcément 2 heures non plus, hein, mais de regarder s'il n'y a pas des simplifications possibles. Parce qu'ici, j'aurais très bien pu calculer 2 puissance 5, 32, multiplié par 5 au carré, 25. Donc 32 par 25, ça se fait. 5 au cube, 5 fois 5, 25 fois 5, 125. 2 puissance 4, 16, je pouvais faire la multiplication. Et puis après, chercher des simplifications de mon résultat. Mais alors c'est énormément long. Et bien sûr, ce temps que vous prenez ici, il vous manque à un moment donné, un peu plus tard dans le devoir. Troisième question. Donc on se donne un entier n. Et l'objectif est de calculer 27 puissance n plus 1 moins 9 puissance n multiplié par 3 puissance n plus 2. Alors là-dedans, j'ai vu un certain nombre d'erreurs, vous en doutez, de deux types. La plus grosse erreur vient d'un manque de pratique, je pense, du calcul des puissances, et vous appliquez n'importe quelle méthode, n'importe quelle recette de cuisine qui ne va bien, mais qui ne cadre pas du tout avec les, entre guillemets, formules autorisées. Donc là, j'ai 3 à une certaine puissance, 9 à une certaine puissance, mais il se trouve qu'il y a un lien entre 9 et 3. Donc le 9 ici, je vais l'exprimer comme une puissance de 3. Et puis le 27 ici, évidemment, il y a la même chose. Alors certes, 27 c'est 9 fois 3, comme ici on a 9 fois 3, mais les puissances, ça va nous empêcher de faire le travail correctement. Donc je vais tout exprimer en puissance de 3, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc 27 c'est 3 au cube.
3 fois 3, 9 fois 3, 27. Le tout à la puissance n plus 1. Moins 9, c'est 3 au carré. Multiplié par 3 à la puissance n plus 2. Et là, donc, je vais obtenir que des puissances de 3. Donc 3 à la puissance, ici les puissances se multiplient. 3 fois n, 3n, 3 fois 1, 3. 3n plus 3, moins 3 à la puissance 2n, les puissances se multiplient, multiplié par 3 à la puissance n plus 2. Alors j'aurais pu aller un petit peu plus vite. Mais donc je vais avoir 3 à la puissance 3n plus 3, moins, dans ce cas-là les puissances s'ajoutent, 2n plus n, ça nous fait 3n plus 2. Et là, on peut encore simplifier, pour une raison très simple, c'est que dans 3 à la puissance 3n plus 3, j'ai 3 à la puissance 3n plus 2. Donc je vais mettre 3 à la puissance 3n plus 2 en facteur. Facteur de quoi? Ici, il va me rester 3 à la puissance 1, donc 3, moins, une fois ça, donc 1. Et je vais donc avoir 3 moins 1, 2, multiplié par 3 à la puissance 3n plus 2. Et là, je pense qu'on ne peut pas faire plus simple que ça. J'ai oublié d'encadrer le 5e, puisque je vous demande d'encadrer. Voilà pour cette troisième question. Passons à la question 4. La question 4, il s'agit de montrer une égalité. Donc en aucun cas, je ne commence par écrire l'égalité. On l'a déjà dit et répété. Donc je me donne un réel et je vais calculer 2 sur racine de x carré plus 2 plus x. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'on a vu une méthode qui permet de faire, entre guillemets, disparaître des racines carrées quand elles sont au dénominateur. Il s'agit de multiplier par l'expression ou la quantité conjuguée. Alors encore faut-il bien le faire. Je vais multiplier par la quantité conjuguée du dénominateur, c'est-à-dire la même chose, et ici je vais remplacer le plus par un moins. L'objectif étant de faire apparaître une identité remarquable pour pouvoir simplifier. Donc on va voir ici x carré plus 2 plus x, racine de x carré plus 2 moins x. Une fois que je vais faire ce travail, qu'est-ce qu'il va me rester? Au numérateur, il me reste mon numérateur. Je ne vais pas le développer pour le moment, puisque de toute façon, je veux, moi, obtenir uniquement le racine de x carré plus 2 moins x. Au dénominateur, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, je vais avoir, puisque j'ai fait apparaître a plus b facteur de a moins b, je vais avoir a au carré moins b au carré. Et donc ce qui va me laisser 2 au dénominateur. Ici je vais avoir x carré plus 2 moins x carré. Donc là les 2 x carré se simplifient et il nous reste une simplification par 2. Et donc on obtient exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire racine de x carré plus 2 moins x. On n'a pas terminé pour autant. On veut une conclusion. Donc, pour tout x appartenant à R+, eh bien vous avez que racine de x carré plus 2 moins x est égal à 2. Le tout sur racine de x carré plus 2 plus x. Voilà ma conclusion. Dans ce genre de questions, on veut une conclusion. Question 5. La première question, la première partie de cette question, il s'agit de rappeler la définition de f est bornée sur l'intervalle i. Dire qu'elle est bornée, évidemment, c'est dire qu'elle est minorée, majorée, mais j'attendais plus que ça. Ici, tout simplement, c'est dire qu'il existe un entier petit m, un réel petit m, il existe un réel grand m, tel que pour n'importe quel réel de cet intervalle i, eh bien vous avez f de x qui est compris au sens large entre petit m et grand m. Voilà ce que c'est qu'être borné. Question B. On nous demandait de montrer que la fonction définie par f de x égale 2 sur 1 plus x carré, donc définie sur R, par cette formule que je viens de rappeler, est minorée sur son ensemble de définitions. Bon, donc je me donne un réel x. Je peux remarquer que 2 est positif, évidemment, et que 1 plus x carré, il est aussi positif,
puisqu'il est même plus grand que 1. Alors on peut même ici être un petit peu plus précis que ça, supérieur ou égal à 1, qui est strictement positif. Donc finalement, f de x, l'image de x par f, est un quotient de deux nombres positifs. Alors on peut même dire strictement, hein, puisqu'évidemment 2 strictement positif, donc f de x est strictement positif. Ok. F est minorée. Alors elle n'est pas minorée en, mais elle est minorée par 0 sur R. Puisqu'on vient de démontrer que pour tout x, f de x était supérieur à 0. Voilà pour la première partie de cette deuxième question. Ensuite, f est-elle majorée? Bonne question. On va faire le même travail. Je pars de la même idée que x carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc par inverse, « 1 sur x carré plus 1 est inférieur ou égal à 1 par décroissance sur R plus étoile de la fonction qui a x associé 1 sur x, que l'on appelle communément la fonction inverse. » Je n'ai plus qu'à multiplier par 2. Et finalement, on obtient que f est majoré par 2 sur R. Conclusion globale. F est borné sur R. Sixième question. On nous donne encore une fonction et on nous demande de justifier que l'on peut la définir sur R. Cette fonction a une expression donnée par une fraction. Donc le numérateur c'est 3, ça ne nous pose aucun problème. Le dénominateur est défini sur R, mais il faut qu'on s'assure qu'il soit non nul. Eh bien, on peut s'intéresser au dénominateur. Intéressons-nous à x carré plus x plus 1 avec x appartenant à R. Donc on résout. X carré plus x plus 1 égale 0. Alors soit on sait directement qu'il n'y a pas de solution réelle à cette équation, sinon on peut calculer un discriminant. B carré, alors j'ai pas besoin de parenthèse, il n'y a pas de moins, donc B carré moins 4 fois A fois C, on trouve moins 3, qui est négatif, l'équation n'a donc pas de solution. Donc, on peut en déduire que f est défini sur R, puisque son dénominateur y est défini et ne s'y annule pas. Question B, qui finalement a un lien avec la première. Donc je me donne un réel x. Eh bien vous avez 3 qui est positif, et d'autre part, x carré plus x plus 1 est strictement positif d'après ce qui précède. Il n'y a pas de racine. Donc, ce trinôme est du même signe que son coefficient dominant,
c'est-à-dire du même signe que le coefficient de x carré, c'est-à-dire que 1, car, d'après ce qui précède, hop, x carré plus x plus 1 est du même signe de son coefficient dominant. Donc ici, strictement positif. Conclusion. Pour tout x appartenant à R, f de x est strictement positif. Ce qui termine, là, alors qu'est-ce qu'on peut en conclure, pardon? F est minoré par 0. Dernière partie. En ne faisant aucun autre calcul, donc simplement avec les éléments que l'on a, peut-on affirmer que f est majoré sur R? Non. On ne peut rien dire sur une éventuelle majoration. On ne peut rien dire sur une éventuelle. Peut-être qu'elle est majorée, peut-être qu'elle l'est pas. Alors celle-là, elle l'est, hein, mais on n'a pas les éléments pour le dire avec les calculs que l'on a fait. Est-ce qu'on peut dire que f admet un minimum? Non, on n'en sait rien. C'est strictement positif. F de x est strictement positif. On n'a pas montré que le 0 était atteint et il ne l'est pas. Mais ça n'est pas parce que 0 n'est pas atteint qu'il ne pourrait pas y avoir un autre minimum. Donc on n'a aucune information sur le reste. Aucune information. Sur la présence d'un extrémum. Donc on ne va certainement pas donner sa valeur. Si jamais on voulait montrer que il y avait un maximum, un minimum, alors il n'y aura pas de minimum avec cette fonction, mais en tout cas on pourrait montrer qu'il y a un maximum, il nous faudrait du travail en plus. Et ici la question commençait bien par en ne faisant aucun autre calcul. Donc juste avec les éléments que l'on a, eh bien on ne peut rien dire sur le fait que la fonction soit majorée ou s'il y a un minimum ou encore moins un maximum. Si jamais on était capable de dire qu'il y avait un maximum, on aurait dit également que la fonction était majorée. Question suivante, la question 7. Donc on s'intéresse à une proposition. Donc la première question n'est pas vraiment intéressante. Qu'est-ce qui se passe pour a égale 0, b égale 1? Alors, d'une part, donc il s'agit de vérifier une égalité, donc je ne vais certainement pas commencer par écrire cette égalité. Vous avez a plus b au cube qui vaut 0 plus 1 au cube, c'est-à-dire 1 au cube, c'est-à-dire 1. Et d'autre part, vous avez a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube qui vaut, alors a au cube, ben c'est 1 au cube, plus 3 fois a au carré fois b, plus 3 fois a fois b au carré, plus b au cube, ce qui nous fait là aussi 1 au cube, c'est-à-dire 1. Donc la proposition est vraie. Pour a égale 0 et b égale 1. Ensuite, la même chose pour a égale 1, b égale 1. Alors j'en profite pour vous dire qu'il était demandé de montrer que la proposition était vraie pour ces valeurs. Donc si vous trouvez, vous, que la proposition est fausse, c'est qu'il y a un problème dans vos calculs. Ces questions pas intéressantes en elles-mêmes, elles sont là justement pour s'assurer que vous faites les calculs correctement. Si jamais vous trouvez par exemple que c'est vrai pour a égale 0, b égale 1, mais vous trouvez que c'est faux pour a égale b égale 1, la deuxième chose qui vous est demandé de faire, c'est que forcément vous avez mal compté quelque chose.
Et alors, soit vous êtes juste trompé dans les calculs, vous le refaites et c'est pas un problème de méthode, soit vous pensez que vous ne vous êtes pas trompé dans les calculs et c'est un problème de méthode. Et là, ça veut dire que pour la suite, ça va être plus embêtant. Donc même chose, hein, d'une part, a plus b, je vais aller plus vite, hein, au cube, ça nous fait 1 plus 1 au cube, 2 au cube, c'est-à-dire 8. D'autre part, 1 au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube, ça vaut quoi? 1 au cube, donc 1, plus 3 fois 1 au carré, 3, 3 fois 1, 3, plus 3 fois 1 fois 1, 3, plus b au cube, 1, donc 3 et 3, 6 et de 8 aussi. Donc la proposition est vraie. Pour a égale b égale 1. Et ensuite, on nous demandait ce qu'il en était pour a égale b égale 2. Donc toujours pareil, d'une part, vous avez a plus b au cube qui vaut 2 plus 2, 4. 4 au cube. 4 fois 4, 16. 16 fois 4, 64. D'autre part, a au cube plus 3a carré b plus 3ab carré plus b au cube, ça vaut quoi? Donc a égale 2, donc 2 au cube 8, plus 3 fois 8, 24, 24 fois 2, 48. Non, pardon, c'était 2. Donc 3 fois 4, 12, 12 fois 2, 24. Plus 3 fois 2, 6, 6 fois 4, 24. Plus, on a encore ici b au cube 8. Donc 48, 48 et 16, ça nous fait là aussi 64. La proposition est vraie. Pour a égale b égale 2. Question B. Pensez-vous que la proposition est vraie pour les réels ou pensez-vous qu'elle est fausse? Et démontrez votre réponse. Donc ici, on a fait quelques calculs qui laissent à penser que certainement la proposition est vraie pour tous les entiers. Donc c'est là-dedans que l'on va se lancer. Montrons que la proposition est vraie. Pour tous les entiers. Tous les entiers. Ça marche pour tous les réels, hein, même si on a utilisé que des entiers. Donc je me donne un réel A, un réel B. Et je vais faire mon calcul. A plus B au cube, c'est A plus B, facteur de A plus B au carré, c'est-à-dire A plus B, facteur de A carré plus 2AB, plus B carré. Attention, c'est une identité remarquable. Je vais trouver A cube plus 2A carré B plus AB au carré en développant. Donc je multiplie tout par A, ensuite je vais tout multiplier par B, BA carré, 2AB carré, B au cube. Et en regroupant, donc je vais avoir A cube. Ici j'ai 2A carré B, mais encore un ici, donc ce qui m'en fait 3 au total. Les AB carrés, j'en ai un ici et encore 2, ce qui m'en fait 3 au total. Plus B au cube. Et je conclus. Pour tout A appartenant à R, pour tout B appartenant à R, eh bien vous avez A plus B au cube qui vaut A cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B au cube. Alors depuis, on a vu la formule du binôme de Newton qui nous permettrait d'obtenir ça directement à l'aide de la formule du binôme. Question 8. Alors, on nous donne une proposition
pour tout n appartenant à n, n cube plus 5 impair implique n paires. Et à partir de cette proposition, on nous donne 6 affirmations et on nous demande de dire si elles sont vraies ou fausses. Alors, la première, donc on se donne un entier n cube plus 5 impair est une condition nécessaire de n paires. Vu comment la proposition nous est donnée, on a une implication, donc la partie qui est à gauche est une condition suffisante de la partie qui est à droite du signe d'implication, et la partie qui est à droite est une condition nécessaire de la partie qui est à gauche. Donc ici, n cube plus 5 est une condition nécessaire, ben non, c'est une condition suffisante, donc je vais mettre faux. II, c'est une condition suffisante, là c'est vrai, et 3i est une condition nécessaire et suffisante. Alors là, c'est très simple. Nécessaire et suffisante, c'est-à-dire que vous avez en fait une équivalence qui ne vous est pas donnée ici. Donc c'est à nouveau faux. Ensuite, le quatrième, cette fois, je regarde les choses à l'envers. N paires est une condition nécessaire, c'est ce que je vous ai expliqué avant, j'avais marqué faux, mais là, cette fois, c'est vrai. C'est une condition suffisante, c'est faux. Et c'est une condition nécessaire et suffisante. Alors là, certains d'entre vous m'ont répondu vrai à cette dernière, alors qu'ils avaient répondu faux avant. Si vous avez n cube plus 5 qui est une condition nécessaire et suffisante de n paires, eh bien vous avez n paires qui est une condition nécessaire et suffisante de n cube plus 5. C'est comme si vous aviez une équivalence. Et donc si on ne l'a pas dans la première, les trois premières, on ne l'a toujours pas ici non plus. Donc c'est faux. Question B. Écrire la négation de cette proposition. Donc il s'agit d'écrire la négation d'une implication. Et la négation d'une implication, on l'a vu, ça n'est pas une implication. Alors, il est vrai que vous n'avez pas beaucoup de rudiments de logique à connaître, mais savoir écrire la négation d'une implication, c'est important, parce que quand on est confronté par exemple à un raisonnement par l'absurde, on est bien obligé d'écrire la négation d'une implication. Donc la négation de cette implication, ça va être quoi? Donc je nie le pour tout, c'est-à-dire qu'il va exister. Et ensuite, je dois nier une implication. Et la négation de P implique Q, c'est P et non Q. Donc je vais avoir n cube plus 5 impair. Et la négation de n pair, c'est bien sûr n impair. Question C, la contraposée. Donc la contraposée, alors ici je vais quand même rappeler la formule, non. P implique Q, c'est P et non Q. La contraposée de P implique Q, c'est tout simplement non Q implique non P. Donc ici, je vais dire que pour tout n appartenant à n, je vais avoir donc n impair qui implique n cube plus 5 paires. Voilà ma contraposée. Donc petit d, il y a un certain nombre de rappels sur ce que c'est qu'un nombre pair impair, même si on avait déjà utilisé ça, et c'est quelque chose que l'on va utiliser fréquemment, comment caractériser la parité d'un nombre. Démontrer la contraposée. Donc je dois démontrer une proposition universelle. Je dois démontrer cette proposition pour tout n, machin, c'est ce qu'on appelle une proposition universelle. Vous ne pouvez pas démontrer une proposition universelle en utilisant un exemple. On utilise un exemple pour démontrer une proposition existentielle, c'est-à-dire il existe, machin. Si j'avais ici la négation à démontrer, alors je n'aurais pas à la démontrer puisqu'elle est fausse, mais si jamais j'avais cette négation à démontrer, elle c'est une proposition existentielle, il me suffirait de trouver un exemple. Là c'est une proposition universelle, en aucun cas je ne peux la démontrer par un exemple. Donc je suis obligé de faire un raisonnement littéral. Je me donne un entier n, tel que n soit impair. Donc, il existe un autre entier k, un autre entier k tel que
n est égal à 2k. Non, il est impair, donc c'est 2k plus 1. Et donc finalement, calculons maintenant n cube plus 5, c'est-à-dire 2k plus 1 au cube, plus 5. Alors ce 2k plus 1 au cube, évidemment, lui, il est en rapport avec la question 7. C'est pour ça que je vous l'avais posé avant. Puisque dans la question 7, on a démontré comment on pouvait développer ça. C'est-à-dire que je vais avoir 2k au cube, plus 3 fois 2k fois 1, plus 2k au carré, plus 3 fois 2k multiplié par 1 au carré, plus 1 au cube, et j'oublie pas mon plus 5 qui est là. Ce qui va me faire 8k au cube, attention dans les développements des puissances, il y a encore eu des erreurs de calcul là-dedans, plus, ici je vais avoir 4k au carré, donc multiplié par 1 ça ne change rien, mais multiplié par 3, 3 fois 4, 12, k au carré, plus 3 fois 2k, 6k, plus 5 plus 1, 6. Et vous remarquez là-dedans qu'on peut mettre largement 2 en facteur. 2 facteurs de 4k au cube, plus 6k au carré, plus 3k, plus 3. Et donc on a écrit ça comme 2 fois quelque chose. Donc n cube plus 5 est pair. Je conclus. On n'oublie pas la conclusion. J'ai l'impression d'avoir marqué presque dans toutes les copies à un certain moment, conclusion, conclusion, conclusion. Il ne suffit plus de faire des calculs, on veut une conclusion écrite. Pour tout n appartenant à n, oui, n impair implique que n cube plus 5 est pair. Et je vais mettre pair. Voilà notre conclusion. Et il y avait, je crois, une suite à cela. Oui. Que peut-on conclure quant à la proposition principale? Eh bien, la proposition principale, la proposition initiale, pardon, étant la contraposée de celle-ci, elle est également vraie. Question 9. Donc ce premier exercice est un exercice assez long. Mais finalement, si vous n'aviez, même si vous n'aviez fait que le premier exercice, il y avait moyen d'avoir une bonne note. On nous donne une fonction, étudier les variations de h. Bon, très bien. H est dérivable sur moins 1 plus l'infini en tant que composé de telle fonction. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais en tout cas, moi, je veux voir apparaître que la fonction est dérivable avant que vous calculiez sa dérivée. Et avant de calculer la dérivée, donc je vais me donner un réel x de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Et maintenant, je peux écrire h' de x. Alors, vous êtes nombreux à vous être souvenus que la dérivée d'une fonction du type ln de u, c'était u' sur u. Donc, dérivée de 1 de ln de 1 plus x, je vais avoir la dérivée de 1 plus x, c'est-à-dire 1, sur 1 plus x, moins la dérivée de x qui vaut 1. Et ça, bien sûr, alors je pourrais m'arrêter là, mais ce n'est pas une forme pratique pour en déduire le signe. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais tout mettre au même dénominateur. On va donc avoir 1 plus x moins 1 plus x, le tout sur 1 plus x, et là, il y en a les 3/4 d'entre vous qui n'ont pas mis de parenthèse quand ils ont fait ça, donc forcément ils trouvent, non pas, ici quand on développe, on va obtenir moins x sur 1 plus x, et la plupart d'entre vous, vous trouvez x sur 1 plus x, ce qui fait que votre sens de variation est l'exact opposé de ce qu'il doit être. Ensuite, oui, c'est les variations qu'on nous demande dans cette question-là. On peut remarquer que 1 plus x, lui, il est strictement positif. Évidemment,
on l'a choisi exprès, puisque dans le ln de 1 plus x, la fonction est définie sur un ensemble, un intervalle ici, pour lequel le contenu du logarithme est strictement positif. Et donc finalement, cette chose-là sera du même signe que le numérateur, que moins x. Et donc on peut se lancer dans notre tableau. Alors attention, hein, on est bien sur moins 1 plus l'infini. Moins x va changer de signe en 0. Alors ici, vous pouvez mettre signe de moins x ou signe de h' de x puisque c'est le même. Et ici, on va mettre les variations de la fonction h. En moins 1, vous avez une valeur interdite, symbolisée par cette double barre. Moins x s'annule en 0. Il est positif entre moins 1 et 0, négatif après. Et vous avez ce sens de variation. On pourrait calculer les limites, mais ici en fait on n'en a pas besoin. Donc on va se contenter de calculer h de 0. Hein. C'est bien h de 0 qu'on calcule et non pas h' de 0. C'est-à-dire qu'on va avoir ln de 1 plus 0 moins 0, ce qui nous fait 0. Voilà notre tableau de variation. En déduire que, si je regarde mon tableau ici, on en déduit pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, h de x est négatif, d'où ce que l'on veut. Pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, vous avez ln de 1 plus x moins x qui est négatif. Je détaille beaucoup, hein, ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini, ln de 1 plus x est inférieur à x. Et c'est ça que l'on voulait. Question 10. Étudier la parité de f. Alors là, c'est une question très simple, mais très peu d'entre vous ont eu les points, parce que la plupart d'entre vous n'a pas vérifié la symétrie de l'ensemble de définitions par rapport à 0. Et c'est vraiment primordial. Alors même si la fonction est définie sur R, ça ne pose aucun souci de vérifier cette information, il faut quand même le dire. Donc je vais commencer par ça. F est définie sur R. Et attention également à la façon dont vous rédigez ça. Certains m'ont marqué f est défini sur R et est centré et E en 0. Donc là-dedans, moi je lis que c'est la fonction qui est centrée en 0 et ça n'a aucun sens. Je vais dire quelque chose d'un peu similaire, mais je vais utiliser une formulation qui ne laissera aucun doute sur le fait que c'est bien R qui est centré en 0 et non pas la fonction. Sur R, qui est centré et accent aigu en 0. Ensuite, je vais me donner un réel x, donc ça je vais le voir aussi. Je vais calculer f de moins x. Et là, attention à la façon dont vous écrivez votre calcul. Voilà. Je remplace les x par des moins x et je ne mets pas des moins au hasard, non. Je remplace, là où vous avez écrit des x dans l'expression qui vous est donnée, vous remplacez tous les x par des moins x entre parenthèses. Sinon, ça n'a pas du tout le même sens et sinon c'est faux. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous aussi ont perdu l'autre partie, entre guillemets, des points de la question. Et donc ça, ici, on va obtenir que c'est la même chose que x puissance 4 plus 1. Pourquoi ? Parce que moins x à la puissance 4 est égal à x à la puissance 4. Je peux dire que c'est à cause de la parité de la fonction qui à x associe x puissance 4. Et je reconnais maintenant f de x. Je n'ai pas terminé pour autant. En aucun cas, là-dedans, j'ai dit que ma fonction était paire ou qu'elle était impaire. Je dois conclure. Et là aussi, peu d'entre vous l'ont fait. Conclusion. F est paire. Il n'y a pas énormément de points sur cette question, mais en respectant ce que l'on avait fait maintes fois en classe, il y avait les moyens d'avoir tous les points. Et dans cette question-là, très très peu d'entre vous ont eu des points. C'est vraiment dommage. Question B. Qu'est-ce que l'on peut dire sans aucun calcul de f de 111 et de f de moins 111 ?
f étant pair, f de moins 111 est égal à f de 111. Je ne sais pas combien ça vaut, mais toujours est-il que ces deux valeurs sont égales. Question C. Question C. F est-elle injective? Ben non, puisque une image a deux antécédents au moins, moins 111 et 111, ou si vous préférez, moins 111 n'est pas égal à 111, et pourtant, donc deux antécédents différents vont avoir la même image. Deux réels distincts ont la même image. Ça empêche f d'être injective. F n'est pas injective. Question D. On nous donne une fonction, la fonction v qui est racine de x. Donc v, on nous dit que c'est la fonction définie sur R plus étoile. Mais ici, en fait, on n'a même pas besoin de l'étoile, dans R, et qui a x associe racine de x. Écrire f comme la composée de v par une autre fonction. C'est-à-dire qu'on nous demande d'écrire f comme étant v rond u, et on nous demande de chercher u. Donc moi, je vais poser u, la fonction qui va de R dans R plus étoile, et qui a x associe x puissance 4 plus 1. Alors, f est égal à v rond u. Bien sûr, j'ai besoin de cette fonction u ici. Question E. Soit f une fonction définie sur un ensemble I non vide, non réduit à 0, pair. Montrer que f n'est pas injective. Dans cette question-là, le f ne fait pas référence à la même fonction que celle qui est définie au-dessus. Donc, pour cette question-là, on ne s'attend surtout pas à ce que dans le raisonnement, vous utilisiez la fonction f dont on a parlé au-dessus. La fonction f dont on a parlé au-dessus, c'est comme si vous utilisiez un exemple, et ici on vous demande de montrer que pour toute fonction f paire, eh bien cette fonction n'est pas injective. Donc je me donne une fonction f définie sur i, paire. Je me donne un réel x différent de 0, alors pardon, je vais écrire ça autrement, un réel x dans i, x différent de 0. On sait qu'il y en a puisqu'on a pris la précaution de dire que i n'était pas vide et qu'il n'était pas réduit à 0. Alors, f de moins x est égal à f de x puisque f est pair. Donc x est différent de moins x, puisque x n'est pas égal à 0, c'est pour ça que c'est important. Et x et moins x ont la même image. Donc f n'est pas injective. Puisque pour être injective, il faut que deux éléments distincts et des images distinctes, ce qui n'est pas le cas ici. F n'est pas injectif. Pourquoi est-ce que j'ai mis un F injectif? J'en sais rien. Voilà pour cette question 10. Question 11. Montrer que tout réel x, tout réel y, admet un et un seul antécédent par f. Sachant que la fonction f, c'est une fonction affine, la fonction qui a x associe moins x moins 3. Donc je me donne y appartenant à R, cherchons un antécédent à y, c'est-à-dire cherchons x appartenant à R tel que y est égal à moins x moins 3. Ce qui revient à dire que y
plus 3 égale moins x, ou si vous préférez, que x égale moins y, moins 3. Donc finalement, j'ai bien trouvé un unique antécédent qui se calcule comme ça. Y a donc un unique antécédent par la fonction f, qui est x égale moins y moins 3. Vous remarquez que ce n'est pas la fonction qui admet un antécédent ou quoi que ce soit du genre, non. C'est un réel qui admet un antécédent. Que peut-on dire de la fonction ? Tout élément de l'ensemble d'arrivée admet un et un unique antécédent, f, est donc bijective. Question 12. On a presque terminé cet exercice. On nous demande de décrire une fonction en Python qui va calculer la valeur en euros quand on lui donne une valeur qui était en francs. Donc ici, c'est une fonction que j'appelle euro. Elle prend en entrée une valeur que je vais appeler x, qui sera la valeur en francs. Renvoie la valeur en euros de x francs. Et je vais tout simplement renvoyer x divisé par 6,55957. Le taux de conversion était donné dans la fonction. Éventuellement, certains d'entre vous ont donné une variable pour calculer x sur machin, et ensuite on renvoyait la variable, ça marchait aussi. Question 13. Comment faire à Python le calcul que l'on vous donne ? Donc ici, certains ont écrit une fonction, alors pas toujours bien, mais c'est pas forcément une erreur de faire une fonction, mais c'est pas ça qui était attendu. Par contre, dans le calcul, il y a de la racine, de l'exponentielle, du logarithme, et donc pour ça, il faut le module math. Donc comme il y a pas mal de fonctions du module math, je vais directement l'importer dans son intégralité. Alors on a vu plusieurs façons d'importer un module, mais en voilà une façon. Et donc la deuxième instruction que l'on va taper, c'est la suivante, sqrt de exp de log de 17. Ce log de 17, c'est lui qui... Non, c'est l'exponentielle qui est au carré. Je mets ça au carré. Et je termine ce calcul. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a fondamentalement un intérêt à faire ce calcul? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, l'intérêt, c'était de vérifier que vous pensiez bien, surtout à importer le module math, et que vous saviez correctement écrire l'exponentielle, le logarithme, la racine et la puissance correctement. Voilà, c'est terminé pour cet exercice 1. Il y aura bien sûr d'autres vidéos pour les autres exercices.